nous avons vu les couches, n'est-ce pas, de la télévision, n'est-ce pas? Et donc, pour rappeler, on avait dit que c'était le MPEG. Qui peut m'aider là? Le MPEG? Et après? Data streaming. Le TS. Le TS. Oui. Et finalement? Oui. Le DVBS. Le DVB-T. Le DVB-C. Et il y a aussi le DVB-C, mais il y a aussi le DVB-T2. Et nous, on va se focaliser sur le DVB-T parce que c'est l'objet de notre cours, c'est la diffusion de télé terrestre. Donc, le MPEG-2, on en a parlé, c'est quoi? Il s'agit de faire donc de la compression, n'est-ce pas? C'est de récupérer donc des flux vidéo, de les compresser au format MPEG-2, dont on a suffisamment parlé, n'est-ce pas? Le data streaming, c'est une couche qui va servir à paquetiser, c'est-à-dire à prendre des flux vidéo, n'est-ce pas, et audio sous format MPEG, ici donc des éditeurs de programmes, c'est-à-dire des télévisions, et aller découper en morceaux, aller paquetiser en vue de le quoi? En vue de les faire transporter, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle le transport stream. Le transport stream, c'est une sorte de container, c'est une sorte de structure de données qui est destinée à récupérer les différents paquets, de les mapper dans ce transport stream accompagné d'un certain nombre de headers, n'est-ce pas, pour pouvoir faire ce qu'on avait dit la fois passée, le multiplexage statistique, c'est-à-dire de faire partager la bande passante entre différents programmes télé. C'est ça dont on avait parlé. Mais on n'est pas encore entré dans le transport stream, on n'a pas encore abordé suffisamment le transport stream, mais une idée générale du transport stream, c'est ça. Et finalement, la dernière couche, c'est la couche physique dans laquelle on avait dit donc qu'il y a le DVBS et qu'il y a le DVB-T. Le DVBS, c'est si l'on va aller donc au satellite, n'est-ce pas? Et le DVB-T, si on va aller donc en terrestre. Et on avait dit que les trois premières couches sont identiques. Les MPEG-2, data streaming qui va faire le découpage, n'est-ce pas? Et le transport stream, il est unifié, mais à partir d'ici, ça change. Il y a deux choses qui vont changer. D'une part, il y a la modulation qui va changer, la modulation, parce que vous savez, pour qu'un signal puisse voyager, il faut qu'il soit modulé, c'est ce qu'on avait vu. Et donc, pour aller vers le satellite, on avait dit qu'on va utiliser une modulation QPSK, que c'était la meilleure modulation. Mais que pour un environnement de propagation terrestre, le QPSK n'est pas adapté et qu'il fallait passer par une modulation qui s'appelle l'OFDM, qu'on avait commencé à introduire la dernière fois, d'accord, et qui sera l'objet aujourd'hui de notre cours, n'est-ce pas? Donc, fondamentalement, le DVBS et le DVB-T diffèrent déjà par le type de modulation qui est utilisé. Ça, c'est le 1. Le deuxièmement aussi, il y a ici ce qu'on appelle le codage de canal. Vous vous rappelez le codage de canal? On a fait le codage de canal. Qui peut me rappeler combien de types de codage de canal? Il y a deux. Principalement deux. Lesquels? Le codage convolutionnel. Convolutionnel. Le codage convolutionnel et le codage par bloc. Le rôle donc du codage convolutionnel et du codage par bloc va être de protéger en fait les flux transport stream qui transportent les données paquetisées des flux vidéo. Il va les protéger contre des erreurs, n'est-ce pas, en cours de route. Et à la réception, le décodeur va pouvoir, sur la base de ces informations donc supplémentaires, ce sont des informations redondantes qu'on va ajouter à la charge utile, il va pouvoir corriger les erreurs. Et ici, on va utiliser les deux genres de protection de canal, on va les utiliser. Et le codage convolutionnel, d'accord, et le codage par bloc, qui s'appelle ici le codage Reed-Solomon. Reed-Solomon, on en parlera certainement à la prochaine séance. Mais la problématique qu'on avait dit, c'était quoi? C'était déjà l'OFDM. On avait dit que on connaît ce que c'est que le QPSK, d'accord? On connaît ce que c'est que le QAM, d'accord? C'est très bien. Mais on ne connaît pas ce que c'est que l'OFDM. On avait juste, la fois passée, commencé à en parler, mais le temps était terminé, on n'avait pas été avancé. Et j'avais dit que l'OFDM, je le répète, est utilisé toujours, n'est-ce pas, dans un environnement terrestre où il y a des problèmes, n'est-ce pas, de réflexion avec les bâtiments. Toujours. Et que ce n'est pas seulement pour la télévision numérique terrestre, mais aussi pour les réseaux Wi-Fi,
pour le max, n'est-ce pas? Que c'est une technique de modulation qui résout les problèmes d'imitative propagation avec les phénomènes d'interférence intersymbolique. Ça, j'en avais largement parlé. Et que tout ceci s'appelle faire de l'égalisation. L'égalisation, c'est-à-dire comment, n'est-ce pas, extraire un symbole sans pour autant qu'il ne soit, n'est-ce pas, gêné par les mêmes copies ou des copies des signaux qui les suivent en cas d'overlapping à cause de quoi? À cause de ce qu'on appelait le delay split qui était, effectivement, on en avait parlé la fois passée, c'était quoi? C'était à peu près, on avait dit dans un environnement urbain, n'est-ce pas, comme ça, des villes, n'est-ce pas, c'était à peu près 2 secondes, 2 microsecondes. C'est ce qu'on appelle le delay split. Delay split, donc, c'était ça. Et on avait dit qu'on peut calculer donc ce delay split, c'était pas trop compliqué, que on a ici un tel, n'est-ce pas? On a ici un tel égal. Et on a dit qu'ici, à peu près, nous sommes dans un rayon d'à peu près à 10 à 20 km. D'accord? Oui. Et on sait que les ondes électromagnétiques vont se propager ici à la vitesse de la lumière. C'est combien? 3 puissance 8. 3 puissance 8. 3 à la puissance 8. Puissance 8. Mètres par seconde, n'est-ce pas? Et que donc, vous connaissez ça? Oui. Et pour le trouver, Gx, c'est combien? 20 km. Gv égale à 3 fois 10 puissance 8. Donc le temps est égal à combien? C'est égal à 26 3 fois 10 puissance 8. Ça va me donner à peu près. Bon, je vais faire 30 ici pour faciliter les calculs. Donc ça va me faire 10 puissance moins 8. Moins 8. 10 puissance moins 8, ça fait combien? Ça fait 100. Ça fait 100? 100 micros à peu près. 4 km. Ah, kilomètres ici. Ah oui, d'accord, kilomètres. 30 km, donc ici 3. Voilà les mathématiciens. Les mathématiciens, il y a avec moi. D'accord. Donc, je me retrouve à combien de mathématiciens là? Je me retrouve à combien? Moins 5 micros. Moins 4, Moins 4. C'est moins 4, monsieur. C'est moins 4. Moins 4. Je ne vais même pas m'aventurer à faire des calculs. Donc c'est bon. Donc, j'avais dit que si le temps symbole, Moins 4, moins 8. n'est-ce pas, il est grand par rapport à cette valeur de 2 microsecondes, on n'a pas de problème d'interférence intersymbolique. Et du coup, pas de problème de sélectivité de canal. Mais que si le temps symbole est petit par rapport à ce temps de delay split, qu'il y aura interférence intersymbolique et que cela va dégrader les performances, n'est-ce pas, du canal radio et de la communication en cours. Ceci, on en avait parlé. Et on avait dit que l'OFDM, son objectif, c'était de venir, n'est-ce pas, régler ce problème. Et qui se prête bien à ça. Le régler. Comment? C'est ça le problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser malheureusement un peu de mathématiques aujourd'hui. L'un des plaisirs de filles qui n'aiment pas trop les mathématiques. N'est-ce pas? Donc, toute la problématique est la suivante. J'ai un ensemble donc, de symboles x0 jusqu'à xn. Ce sont tous des symboles qui doivent être envoyés. N'est-ce pas? Et qu'on avait dit, la première approche qu'on avait, c'était la modulation monoporteuse. Et donc, en modulation monoporteuse, tous ces symboles vont voyager séquentiellement. Le premier x0, suivant x1, x2, x3. Ils vont voyager séquentiellement sur la porteuse. Parce qu'on est en monoporteuse. Mais l'OFDM, ce n'est pas le cas. L'OFDM, on va être en multi-porteuse. Parce que rappelez-vous bien, nous, ce qu'on veut pour régler ce problème d'interférence intersymbolique, c'est de rendre le temps symbole grand par rapport au delay split. Et pour rendre le temps symbole grand, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer tous ces symboles et on va les faire transporter par
par des sous-porteuses. Voilà. Donc si j'ai x0, il aura une sous-porteuse qui va le transporter. J'ai ici xn moins, il y aura une sous-porteuse. Et du coup, j'ai combien de sous-porteuses? J'ai n sous-porteuses. D'accord? Donc le débit total, c'était ça. C'était ça. Mais maintenant, le débit par sous-porteuse, il a été comment? Le débit par sous-porteuse. Il faut comprendre que le symbole suivant qui va venir ici, il va aller ceci. L'autre symbole, il va être transporté par cette sous-porteuse. L'autre symbole, il va être transporté par cette sous-porteuse. Ça veut dire que le débit total qui était là, et qui a été transporté par une seule porteuse. Maintenant, ce débit-là va être divisé par n, et chaque sous-porteuse va en transporter une fraction, n. Donc le débit qui était ici a été divisé combien? N, c'est divisé N. par n. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'avais avant? J'avais en une seconde. Qu'est-ce que j'avais? J'avais tout ce débit-là. Mais maintenant, en une seconde, qu'est-ce que j'ai? N. Voilà, on a divisé. Donc si ici, j'avais une seconde, c'était n. N fois quoi? N fois. N fois temps symbole. Temps symbole. Et maintenant, si je suis en OFDM, je ne parle pas de FDM là, je parle de MCM. Mais tu parles de modulation, qu'est-ce que j'ai? K. Qu'est-ce que j'ai? Monsieur K. Voilà. Donc, j'aurai que le temps symbole sera multiplié par n. On va comprendre ça. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'ici, chaque sous-porteuse qui est ici, ici ce sont des sous-porteuses. N'est-ce pas? Ici j'ai mon canal qui est de largeur B. N'est-ce pas? Je l'ai divisé en combien? Il est divisé en M. Sous-porteuse. Ça c'est une quoi? C'est une sous-porteuse. Et cette valeur c'est quoi? Étant donné B et étant donné N, c'est combien? B c'est N. D'accord? Oui. Donc, la question maintenant que je vous pose, cette porteuse-là, combien elle va transporter de symbole? Le débit qu'elle va transporter, c'est combien? Donc, c'est plus grand qu'avant ou c'est plus petit? C'est plus petit. C'est plus petit. Oui. D'accord. Nous sommes d'accord, c'est plus petit. C'est ce que je voulais entendre, c'est plus petit. Donc, si c'est plus petit, le temps symbole, qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour le temps symbole? C'est quoi? Il va être grand. Donc, en faisant cette approche-là, n'est-ce pas? Dans une situation où j'avais un symbole, et j'avais une situation où le temps symbole était petit par rapport au delta split, en passant par une solution dite multiporteuse, qu'est-ce que j'ai fait pour le temps symbole? Je l'ai rendu grand. Et quand je l'ai rendu grand, il est devenu grand par rapport à quoi? Au delta split. Et quand je l'ai rendu grand par rapport au delta split, qu'est-ce que j'ai éliminé? J'ai éliminé l'IS. Oui. Très bien, vous avez bien compris. C'est ça l'idée derrière les modulations multiporteuses. C'est ça, c'est comment, n'est-ce pas? Comment jouer sur le temps symbole pour le rendre grand au-delà de l'esprit, alors que naturellement il était petit devant le l'esprit. Et donc j'ai splitté tout mon débit en un ensemble de n porteuses et chacune d'elles va transporter une partie et automatiquement les temps symboles vont devenir grands et quand ils vont devenir grands par rapport à l'esprit et j'ai évité l'intermodulation. Nous sommes d'accord? Oui. C'est bon? Bien. Bon, ça c'est une chose. On a compris le principe. Mais comment le réaliser? C'est ça. Il faut savoir comment réaliser ça. N'est-ce pas? Et c'est ça dont on va discuter maintenant. Donc, je vais toujours revenir à mon schéma d'origine. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une bande. Une bande de fréquence V. C'est ça que je vais utiliser. Qu'est-ce que j'ai fait pour cette bande?
je l'ai. Voilà, je l'ai divisé encore. En combien de canaux? Je l'ai divisé en un canal. Et chaque canal maintenant, il a une largeur de combien? Chaque canal, il a une largeur de Bessel. Donc, ici, j'aurai ici les fréquences F0. Et ici, j'aurai combien? 2 et ainsi de suite. Et ici, j'aurai moins F0, moins 2 F0. D'accord? Et chacune de ces porteuses va transporter une fraction, n'est-ce pas, du flux de départ. Et ainsi, elle va en transporter une partie. Et donc, le temps symbole va être grand. Et on va vaincre le fameux delay spirit. Donc, comment peut-on réaliser ce genre de modulation? Oui. On peut utiliser modulateur. On va utiliser combien de modulateurs? On va utiliser un modulateur. C'est une approche. C'est-à-dire que j'aurai un bloc comme ça. N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai ici? Entrée. Voilà, j'ai ici mon symbole X0. J'ai ici mon symbole X1. Et qu'est-ce que j'aurai ici? X1 moins 1. Et ici, qu'est-ce que j'aurai ici? Des oscillateurs locaux. Les oscillateurs locaux. Celui-là, il sera à la fréquence combien? Celui-là, très bien. Celui-là? Et ici? F0. Et donc, ces X0-là et les symboles qui les suivent vont tous être transportés par F0. Les autres vont voyager sur le F0. Et les autres vont voyager sur le F0. Donc, je crois qu'on n'a plus de doute maintenant que le temps symbole est devenu comment? Grand. Je crois que c'est évident, c'est clair. Bien. Donc, après avoir donc fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On va les sommer tous et on va les envoyer. On va les envoyer à la réception pour récupérer X0, pour récupérer X1, pour récupérer. On va utiliser ce qu'on appelle la démodulation cohérente. C'est-à-dire que si je veux récupérer les symboles transportés par la porte F0, je vais prendre tout ça, n'est-ce pas? Et je vais les multiplier par cosinus de F0. Et je vais intégrer, et tout ça va s'annuler, vous vous rappelez l'orthogonalité, et je vais récupérer que le symbole concerné. Donc, si maintenant j'ai n égale à 4 symboles, il n'y a pas de problème, je peux faire ça, je peux faire 4 modulateurs, il n'y a pas de problème. Si j'ai n égale à 8 symboles, c'est acceptable. Je peux mettre 4 oscillateurs. Mais si j'ai n égale à 1000 symboles, je vais mettre ici 1000 oscillateurs. C'est pas réaliste. Des limites, voilà. Donc, la modulation FDN est une bonne idée. Mais sa mise en œuvre pour la réaliser, si on veut la réaliser par cette approche, elle n'est pas réalisable. On ne peut pas prendre un équipement et mettre là-bas 1000 modulateurs, 1000 oscillateurs locaux. On ne peut pas. C'est pas scalable, on ne peut pas le faire. D'où il s'agit de faire une autre solution. Et cette autre solution, on va la voir. Donc déjà, je vais donner la formule mathématique ici. Il y a des gens qui n'aiment pas les maths, mais bon, ça va passer. Hein? Donc, le signal qui va sortir, après avoir passé par toutes les est égal à quoi? Est égal à un sigma sur K de XK. Notez que ici j'ai mis grand X et ici j'ai mis petit x. Exponentielle J 2 pi F0 K et X. ça c'est quoi ça? C'est une sinusoïde. On va aussi X de t. Voilà, X de t. Ça c'est une sinusoïde. C'est une exponentielle complexe. Mais exponentielle de x est égale à cosinus de x plus i sinus de x. Donc vous voyez là-bas la cosinus là-bas. Ne vous gênez pas. Si je veux, je prends la partie imaginaire. Si je veux cosinus, si je veux sinus, je prends la partie réelle. Et si je veux sinus, je prends la partie imaginaire. Mais il vaut mieux travailler avec les exponentielles parce qu'elles sont facilement manipulables avec les formules d'équipe
avec les formules de l'air, n'est-ce pas? Les sinus et les cosinus, il faut passer par linéarisation, trigonométrie, tout ça. Moi, j'aime pas trop ça. Je préfère travailler avec les exponentielles complexes parce que ce sont les plus belles formules de toute l'histoire des mathématiques. Oui, les exponentielles. Donc, le signal donc, qui va voyager, d'accord? Avec ses bandes de modulateurs, il est égal à quoi? Le signal donc qui va voyager, il est égal à quoi? C'est la somme, c'est un sigma de tous les échantillons, n'est-ce pas, en entier, chacun avec sa propre sinusoïde. Et donc, comme on avait dit qu'ici, on avait F0, F0, et ainsi de suite, voilà, le cas F0 va matérialiser la sous-porteuse. Et donc, on avait dit que si on veut réaliser ça, l'approche la plus évidente, c'est de prendre autant d'oscillateurs locaux que de N. Mais on avait dit que ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne solution. N égale à 2, d'accord. N égale à 4, d'accord. N égale à 5, d'accord. Mais N égale à 1000, on ne peut pas faire 1000 oscillateurs locaux. C'est là que va entrer un geste qu'on appelle donc la FFT. Fast Fourier transform. La FFT, voilà. Fast Fourier transform. Et la IFFT. Inverse. Et l'inverse Fourier transform. Le FFT, c'est la transformée de Fourier rapide. Vous avez déjà vu la transformée de Fourier rapide? Transformée de Fourier. Vous ne pouvez pas dire non, parce que c'est moi qui ai fait ça. Si ce n'était pas moi, vous allez dire non, on n'a jamais vu ça. Si vous avez déjà vu la transformée de Fourier, enseignez au système avec le docteur. Vous avez vu ça, la transformée de Fourier? Toi, tu es correct, je sais que c'est que tu dis la vérité. Non, vous l'avez jamais vu. Donc, on va faire un petit rappel. C'est pas un cours, hein, c'est pas un cours de la transformation. C'est pas un cours de la. C'est l'algorithme de transformer rapide. C'est pas un cours, hein, mais c'est juste pour vous montrer ce que c'est que la transformée, parce que je vais utiliser ça dans la modulation EFDR. Ça s'utilise. C'est pas moi qui vais l'utiliser, mais ça s'utilise. Voilà. Donc, pour comprendre ce que c'est que la transformée de Fourier rapide, c'est bon, les schémas qui sont là, c'est bon. Donc, c'est bon. Donc, c'est une question à l'examen. Vous aurez des questions à l'examen sur le FDR. N'est-ce pas, Vincent? C'est là-bas. Donc, d'abord, tout est parti du fait que on a un signal donc dans le domaine analogique. Nous sommes d'accord? Tout le monde est d'accord sur ça. Et qu'il a une transformée, il a un spectre. N'est-ce pas? Son spectre, on peut le trouver avec la transformée de Fourier. Il peut me rappeler la formule de la transformée de Fourier. Je vais vous donner l'intégrale. Exponentielle. D'accord. Ceci, c'est pas toujours facile à calculer. Surtout qu'il y a des gens qui n'aiment pas les mathématiques, c'est pas toujours évident à calculer. Donc, est apparu ce qu'on appelle les calculateurs, les microprocesseurs, les microprocesseurs. Et on s'est dit que, voilà, on va essayer d'utiliser la puissance de ces calculateurs pour faire le calcul. D'accord? Mais les calculateurs, eux, ils ne connaissent pas ça, là. Ils connaissent seulement des valeurs discrètes. Donc l'idée a été de se dire que non, bon voilà, ce signal qui est là, on va le numériser. On va l'échantillonner. Voilà. On va l'échantillonner à TR, 2TR pour avoir un signal discret. Et quand on aura un signal discret, ces points-là, je peux les donner à un calculateur qui va me faire les calculs. Et une fois qu'il aura fait les calculs, je pourrai retrouver les spectres des signaux d'origine. Les taux d'erreur, c'est un peu déjà. Oui. C'était ça l'idée. Et pour cela, il y a eu ce qu'on appelle la transformée de Fourier discrète, qui a été définie. La transformée de Fourier discrète.
Ici, c'est la transformée de Fourier en signe continu. Continu. Ici, c'est continu. Ici, c'est discret. Parce qu'on va attaquer un signal comme ça, discret. Et sa formule, c'est pas compliqué. N'est-ce pas? C'est comme ça. Sa formule, c'est pas compliqué, c'est ça. Étant donné donc un signal dans le domaine temps, constitué donc de n échantillons, n, 1, 2, 3, 4, n, la transformée de Fourier discrète va me donner son spectre, il sera lui aussi constitué de points. Chaque point représente une fréquence, chaque point représente une fréquence. Ici, je suis dans le domaine temps. Et ici, je suis dans le domaine de fréquence. Donc, étant donné donc un signal constitué de n points, la transformée de Fourier discrète de ce signal va me donner n points dans le domaine fréquentiel. Nous sommes d'accord? Suivant cette formule. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de ça? Non. Oméga. C'est ça, c'est la formule. Oui. Ça, c'est la transformée de Fourier. Cette formule est venue pour simplifier les choses. Non. Voilà. Ce qui va simplifier les choses, c'est pas la formule. Ce qui va simplifier les choses, c'est le calculateur. C'est le calculateur de l'ordinateur. C'est le calculateur, c'est le microprocesseur. C'est l'ASIC. C'est le DSP. C'est lui qui va nous faciliter le travail. Mais, elle va utiliser cette formule. D'accord? Cette formule, vous l'avez vue. Pour chaque cas de ces échantillons qui est là, pour chaque cas de ces échantillons, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui appliquer cette formule et il va me donner un point dans le domaine fréquentiel. Ça, c'est ça qu'on appelle comment? Hein? Pardon, ici c'est n égale à 0 jusqu'à n égale n moins 1. C'est pas facile. C'est n égale à 0 jusqu'à n égale à n moins 1. C'est une exponentielle de moins j depuis n classe n. Vous n'avez jamais vu ça? Non. Putain, j'ai le téléphone de Haïbala, si je l'appelle, il va me le dire. Parce que moi, je me rappelle un jour, l'année dernière, j'ai vu Haïbala, on s'est rencontrés dans le couloir là-bas, il a fait une fiche comme la mienne, là où on met ce qu'on a fait là. J'ai vu là-bas transformer de Fourier. C'est juste que les enseignants l'année passée nous ont amené ça. S1, c'est pas les enseignants. C'est un mot. Moi, j'ai pas intérêt à mentir quand même. Je sais que j'ai vu Haïbala avec une fiche. Mais c'est. Dans laquelle il écrit. Mais c'est beaucoup plus sévère. On commence à enseigner. نحن قرانا هم ودي Donc, je l'ai écrit la formule de la transformée de Fourier discrète. Transformée de Fourier discrète égale à quoi? Donc, x de k égale à sigma n égale à 0 jusqu'à n égale à n moins 1. X de n exponentielle moins j de pi nk sur grand N. Donc, grand N, c'est quoi? Grand N, c'est le nombre de quoi? Le nombre d'échantillons. Oui. Le nombre de points. C'est le nombre d'échantillons. XN ولا XK؟ Oui. XK. Rond XK. Rond XK. C'est-à-dire que si j'ai choisi un échantillon, K va s'appeler 1. D'accord? Et maintenant, je vais faire le calcul avec K fixé et N variable. Je termine avec lui et je mets un point. Je passe encore à l'échantillon suivant. K égale 2 maintenant. Et je fais tout ça pour tous les n. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de calculs, non? Il y a beaucoup de calculs. Et combien il y a de calculs? Combien il y a de calculs? Combien il y a de calculs ici? Combien on va faire d'opérations de multiplication et d'addition? En mathématiques. C'est K fois. C'est K fois N, c'est pas K Non, fois. non, mais attention, le petit n, il va de 0 jusqu'à n moins 1. Et le petit k, il va. Donc, j'aurai combien d'opérations? C'est N fois N grand N. N fois N. N fois N. N 2 fois N. Ouais, c'est quel âge?
Voilà, donc on aura n fois n fois quoi? N opération. Regardez, je fixe k égale à 1. Combien je vais faire? N. Je fixe encore k égale à 2. Combien je vais faire? N. N fois N. Et donc k variant de 0 jusqu'à n moins 1, j'aurai n fois n Ouais. opération. N fois N. Donc on dit que la complexité c'est pro n au carré. La complexité elle est de O n au carré. Ça veut dire que plus n augmente, plus je vais faire de calcul. Donc si je choisis n égale à 1000, j'aurai combien d'opérations à 1000 faire? fois 1000. De famille. 1 million 1 d'opérations. million. Si je choisis n égale à 10 000, j'aurai 100 millions d'opérations à faire. Donc plus n augmente, plus le nombre d'opérations, parce que je vais faire des soustractions, je vais faire des additions et des multiplications, il va augmenter. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de trouver une possibilité qui va nous permettre de diminuer le nombre d'opérations. Et c'est ça ce qu'on appelle l'algorithme du fast Fourier transform. Le fast Fourier transform va ramener la complexité donc, de ce calcul-là, il va ramener à log à base de n. n log à base de n. Au lieu de faire n au carré opération, je vais faire n log de n. Qu'est-ce qui m'a permis de faire ça? 50. C'est la FFT. Sans FFT, je suis obligé de faire n au carré. O N carré. n au carré opération. Si j'utilise le FFT, Monsieur, le n carré, d'accord, n log de n. Il y a une grande différence entre n au carré et n log de n. Oui. Si je fais comme ça, Donc, n au carré. n au carré, il est comme ça. Et log de n, il est comment? Il est comme ça. Donc si je viens dans des zones ici, n égale à 10 000 ou n égale à 100 000, vous voyez que ce n'est pas la même chose. Le nombre d'opérations requis ici est plus petit que le nombre d'opérations requis ici. Donc, réaliser la transformée de Fourier discrète de façon primitive, ce n'est pas réalisable. On ne peut pas le faire. Il faut trouver une façon qui va permettre de réduire les calculs. Et cette façon de réduire ces calculs s'appelle comment? La FFT. Mais justement, comment donc la FFT marche? D'accord? On a parlé de la FFT. Mais comment elle marche? C'est ça. Moi j'étais sûr que vous avez fait ça en préférentiel. Vous n'avez jamais fait ça en préférentiel? Donc, comme toujours, on va écrire la formule. Qui peut me rappeler la formule donc, de la transformée de Fourier discrète? La son. N égale à 0. N égale à N moins 1. X de n. X de N. de Exponentielle. En moins de J. D. D. K c'est N. C'est N. Comment ça s'appelle? F. La transformée de Fourier Discrète. complexité en quoi? Donc pour réaliser ça, il me faut combien d'opérations? N au carré opération. N log. Pour réaliser ça, qu'est-ce qu'il me faut? N au carré. Pour réaliser ça, il me faut N au carré. Donc c'est pas réaliste. Ouais. C'est pour cela que FF. le FFT est venu pour Solution. réduire la complexité donc, temporelle de cet algorithme pour la rendre, on avait dit, à N log à base de N. D'accord, on avance. Après tu vas. Oh, ah, tu veux comme ça? Non, log de n carré. Non, ça n'a rien à voir. J'ai pas pris le logarithme de n au carré. Non, ça n'a rien à voir. Retenez ça comme ça. Ouais. La complexité maintenant c'est combien? N log N log de N. Donc pour N grand, le nombre d'opérations à réaliser ici est grand, mais le nombre d'opérations à réaliser ici est plus petit. D'accord? Ouais. Bien. Donc la FFT, qu'est-ce qu'elle va faire?
La FFT, elle va essayer d'utiliser, comme ici j'ai. Qu'est-ce que j'ai ici là? L'exponentielle. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que j'ai quand j'ai dit exponentielle? J'ai des sinus et des cosinus. Ouais. La FFT va essayer d'utiliser toutes les propriétés donc, des fonctions sinus et cosinus Trigonométrie, oui. et aussi des propriétés de l'exponentielle pour essayer de réduire le nombre de calculs. Parmi les propriétés, on a la périodicité, n'est-ce pas? On a les symétries conjuguées. Vous connaissez les symétries conjuguées? Quand deux nombres complexes sont conjugués, ça veut dire qu'A plus IB sont conjugués est égal à A moins IB. Vous vous rappelez le conjugué? La périodicité, le conjugué, toutes ces propriétés vont être utilisées, n'est-ce pas, ici, pour réduire la complexité et le nombre de calculs qui doit être fait ici à n au carré, alors qu'en effectif, il va nous ramener à n log de base n. Comment? Voilà. Donc, je vais dire que je vais essayer de grouper tous les... Qu'est-ce que j'ai ici? x0, x1, jusqu'à combien? N'est-ce pas? Je vais essayer de regrouper tous les termes pairs à A et je vais regrouper tous les termes impairs à A. C'est possible ou non? Oui. C'est possible. Oui. Tous les termes pairs à A et tous les termes impairs à A. Oui. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc le x de k est égal à quoi? À sigma pair de x n exponentielle moins j de pi k n c'est n plus quoi? Plus sigma des impairs de x n exponentielle moins j de pi k n. Jusqu'à présent, tout le monde est d'accord? Oui. C'est pas compliqué. J'ai 0 jusqu'à n moins 1. Et je sais que j'ai 0 impair, 1 impair, 2 paires, 3 impairs, 4 impairs. Tous ceux qui sont pairs, je les mets à côté. Et tous ceux qui sont impairs, je les mets à côté. C'est pas compliqué. Ça, il est égal à ça. Mais seulement, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai les pairs, je les ai mis à part, et les impairs, je les ai mis à part. C'est bon. Oui. D'abord, il y a des paires qui sont, vous pouvez mettre pour K est égal pour un nombre. La valeur de K pair aussi. K est égal à des Ah, voilà les mathématiciens là qui commencent à se réveiller. Ah, oui. voilà, les mathématiciens commencent à se Si réveiller. on peut mettre D en facteur de K plus 1 pour les Voilà, impairs. donc c'est bon, voilà, au moins ça commence à se réveiller, donc c'est bien. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est identique à ça. Bien. Donc, je vais effacer ça. Et qu'est-ce que je vais définir? Je vais définir une grandeur qui s'appelle W N égale à quoi? Est égal à exponentielle de moins J de pi sur N. C'est pas compliqué. J'ai dit que je vais définir W N est égal à exponentielle moins J de pi sur N. Est-ce que ça c'est compliqué? Non. C'est pas compliqué. J'ai juste défini W N. Et je vais définir W N K N comme étant égal à exponentielle moins J de pi sur N N K. Est-ce que c'est compliqué ça? C'est pas compliqué. W N égale à quoi? Exponentielle moins J de pi sur N. W N K égale à quoi? Compliqué les chimistes. J'ai appelé exponentielle moins J de pi sur N. Je l'ai appelé WN. Est-ce que c'est compliqué? Non, parce qu'on va aller se compliquer et moi je veux procéder par élimination. D'accord? Donc c'est bon, WN égale à exponentielle moins J de pi sur N. Et j'ai posé WN, KN est égal à quoi? Exponentielle moins J de pi N, NK. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, n'est-ce pas, jusqu'à présent? Oui, c'est bien. Très bien. Donc, oui, c'est Yann, normalement commutatif. الأول لا سيمبل Si Yann, بدنا عندك عين commutatif, عندك je vais ندير هذا الحاجة. يا عين عدد هذا أنا عيني على الكا
هون قاعد ما فيش فرق بوزيت هذا جي بوزي دبل في ان قالنا هذا دبل في ان لا ما فيش بيع انا عارف هي كومبليكي بصراحه تصوركم ياك ما فيش واحد ما فيش واحد دبل في ان قالنا اكسبونسيال مون جي ديبليكا با بروبليم داكور دونك لا ترانسفورمي دو فولي ديسكريت elle est égale à quoi? On avait dit c'est sigma, c'est les paires, n'est-ce pas? Et xn exponentielle moins. Ah, maintenant je vais utiliser exponentielle moins. Ah voilà, maintenant je vais utiliser. Voilà, je vais remplacer. Donc, qui peut me dire ici? Qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est puissance كائن مشي puissance كائن oui Plus sigma sur les impairs de x de n de VNK oui ça WNK est égal à ça. voilà Donc, jusqu'à présent, c'est bon. Il n'y a rien de compliqué. Très bien. Donc, je vais effacer ça. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Est égal à quoi? Est égal à sigma. Donc, n paire de mathématicien, qu'est-ce qu'il avait dit? Que n paire est égal à quoi? c'est 0 puissance K puissance 2 0. voilà 2 0 Et que n impair est égal à 0 puissance donc, ici, qu'est-ce que j'aurai? Sigma, je reviens ici, qu'est-ce que j'aurai ici? X et R, parce que ici, nous sommes sur les paires. W, N, quoi? À la puissance. 2, R, K. Parce que N maintenant, N est égal 2 0 oui Très bien. Plus sigma sur les impairs maintenant de x de quoi? 2 0 W N 2 0 plus 1 K Ah voilà, voilà les mathématiciens là. Comment ça s'est réveillé là? les heures Ah, 2 0, ok. Non, c'est R c'est N me remplace les 2 0 aussi N égale 2 0 2 0. 2 0. هي لا عنده évident C'est bon. هي impair Donc, هي partie تاعها ceci il est égal à quoi? Sigma donc de x 2 0 W N. Je peux faire comme ça. 2. Et je fais comme ça. Et je fais 4K. Ah, voilà le mathématicien avec ses plus. Qu'est-ce que j'ai ici? Ici j'ai WN. 2 0 K fois. c'est قد ندخل 2 0 نقل Ça, je peux le diviser par 2. Je peux le séparer en 2. plus un demi c'est Plus, non, il n'y a pas de plus. Fois. Parce qu'on travaille en exponentiel complexe. Donc, voilà, je vais ici sigma. X 2 0 plus 1. W 2 0. 2 0 K fois W N. oui oui on a devrait plus C'est bon. Ouais. C'est bon. Mais, qu'est-ce qu'il y a ici? On remarque que ce paramètre, on remarque que ça, il est indépendant de R. de R oui Donc, qu'est-ce que je peux lui faire? sortir de la somme D'accord. Donc, je l'ai ici sigma. Donc, de x 2 0 W N carré RK. Ici, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Plus, je sors ça.
WNK, n'est-ce pas? Sigma, n'est-ce pas? C'est les impairs de X, 2R, plus 1, W, N, 2, R, K. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il me le dit. Ça, ce terme, je l'ai sorti et il m'est resté ici, W2, RK. Et qu'est-ce que c'est? J'ai écrit comme ça. Comme j'ai fait ici. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il me le dit. WN2. Ici c'est 2. identique مع الأخرى. Le terme, C'est bon? il est là. Ce terme-là, Oui. je l'ai fait sortir. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il me le dit. On peut factoriser. Bien. Factoriser monsieur. Maintenant, voilà, j'ai mis un facteur. Maintenant, ici, R, il va varier de où jusqu'à où? Les mathématiciens là. C'est de 0 jusqu'à n moins 1. Jusqu'à n. Jusqu'à des. Il faut réfléchir là. Ici, c'est mathématique. Hein? Il faut comprendre le problème. J'ai de 0 jusqu'à n moins 1, donc j'ai m. J'ai pris les paires, je les ai mis à part. Et j'ai pris les impairs, je les ai mis à part. Donc, les paires. N sur 2, N sur 2 moins 1. N sur 2 moins 1. Voilà. Ouais. Tu vois, donc voilà, il y a les mathématiciens là-bas. Donc, ici, donc, R égale à 0 jusqu'à N sur 2 moins 1. Et ici aussi, c'est la même chose. R égale à 0 jusqu'à N sur 2 moins 1. Très bien. Bien. Donc, qu'est-ce que j'ai maintenant? X de K égale à quoi? Somme de R égale à 0 jusqu'à N sur 2 moins 1, n'est-ce pas? Ouais. X, R, de 2R, et W, N, carré, Sens RK, RK. RK, plus WNK, WNK, NK, sigma, sigma, R R égale à 0 jusqu'à N sur 2 moins 1, X, 2R plus 1, W, N carré, RK. RK. Très bien. Très bien. Ça se voit quelqu'un qui suit avec moi. Bien. Bon, maintenant, regardez bien. W, N, carré. Il est égal à quoi? Exponentielle de moins J. Quelqu'un qui peut m'aider? Moins J. 2 sur N. Carré, et tout carré. Fois K. C'est par définition, j'avais posé Oui, ça. c'est la même chose. Oui. Donc, si je prends ici que je multiplie par 1,5, et qu'en bas je multiplie encore par 1,5. Qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai exponentielle de moins J. 2 pi sur N sur 2. Ça, c'est W, N carré. Mais ça, c'est égal à quoi? Ça, le groupe. W N sur 2. Oui. Donc W de N, finalement, c'est W N sur 2. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il me le dit. Tout le monde est d'accord? Tu n'as pas compris? Ici. Wn, c'est par définition, Wn2, c'est quoi? C'est exponentielle de moins J de pi n fois 2. Si je prends ici, que je multiplie par 1,5 en haut et que je prends multiplie ici par 1,5, qu'est-ce que j'ai fait? Ce 2-là va se simplifier avec celui-là et ce demi-là, il va venir ici sous le n. Et donc, le 2 qui était ici, il est parti avec ce 2. Donc en haut, il ne reste que 2 pi. Et en bas, il reste n sur 2. Mais ça, quand j'essaie encore de lire ça, c'est quoi? C'est W N sur 2. N sur 2. Ouais. Très bien. Donc on est d'accord que W N2 il est égal à W N sur 2. D'accord. Mais où est-ce que je vois ici W N2? Il est là. Donc je vais le remplacer par quoi? N sur 2. Et ici encore je vois WN. W N sur 2. Jusqu'à là, on est d'accord? Très bien. Ça c'est la force Fourier transform.
C'est pas très, hein? C'est pas très. Il faut supporter, ça va passer. Donc, finalement, x de k, il est égal à quoi? Il est égal au sigma, je vais aller vite, xr, n'est-ce pas? W, n sur 2, rk, plus w, nk, sigma encore, de x, 2 0 plus 1, w, n sur 2, n'est-ce pas? rk. Donc ici, c'est même pas la peine que je mette des parenthèses, parce que c'est comme ça. Quelqu'un n'est pas d'accord? Hein? Oui? Mon écriture n'est pas visible. D'accord, je vais. Parce que c'est un tableau qui n'est pas très grand, et moi je ne suis pas trop à l'aise. Déjà le tableau il bouge. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Ici tu es d'accord, WN2. Ici, WN2. Mais WN2 égale à quoi? Égale à WN sur 2. Donc je ne vais faire que remplacer ça par ça. Donc j'aurai finalement X hein, est égal à sigma. Je vais vous épargner les limites là. De quoi? X de Z. WN2 c'est WN sur 2. Et maintenant qu'est-ce que j'ai ici? RK. Le RK qui était ici, il vient ici. Plus. Qu'est-ce que j'ai ici? WNK sigma de x de 0 plus 1. W encore la même chose, c'est la même chose ici. N sur 2. Est-ce que c'est compliqué ça? Oui. Est-ce que c'est compliqué ça maintenant? Jusqu'à ici, c'est clair. C'est clair. C'est bon. Bien. Donc, ce qui était donc la transformée de Fourier discrète au départ devient maintenant quoi? Quelqu'un peut me voir qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, pardon, ici, je vous mets ici avec un 0. N sur 2 moins 1. Et N sur 2 moins 1. Oui. Avec un 0, N sur 2 moins 1, W, N sur 2 jusqu'à N sur 2, RK. Et encore la même chose. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est deux fois. C'est deux fois les transformés de Fourier. Donc la première transformée de Fourier, c'est pas transformée de Fourier discrète. Maintenant, elle a été elle est divisée en combien de transformées de Fourier discrète? Deux fois. Une pour les pairs et une pour les impairs. Donc, j'ai factorisé mon problème. J'ai factorisé mon problème, qui était un seul problème. Je l'ai factorisé, je l'ai divisé en deux sous-problèmes, mais identiques, chacun des deux. Et maintenant, je vais m'intéresser à comment calculer ça pour voir est-ce qu'en faisant ça, j'ai gagné en termes de processing, en termes de calcul. Je vais voir ce que j'ai gagné. Donc, pour cela, je vais utiliser un exemple. C'est le fast food transport. Comme ça, beaucoup de calcul. Donc je vais supposer que j'ai n égale à n égale à 8. 8 échantillons. Je vais écrire ici la formule, c'est quoi? C'est x de k est égal à quoi? Sigma jusqu'à n sur 2 moins 1, n'est-ce pas, de x de 2 heures, w, n sur 2, rk, plus w, nk, sigma de x 2 heures plus 1, w, n sur 2, rk. Donc je vais supposer que j'ai n égale à 8, ça veut dire que j'ai quoi? J'ai x0, x1, x2, x8. Je vais faire comme ça d'abord. Je vais les écrire ici. x0, x1, x2, jusqu'à x8. J'ai combien d'échantillons pour lesquels je vais calculer la transformée de Fourier discrète? 8. Et d'après l'approche que j'ai voulu faire, j'ai dit que je vais diviser les pairs à part et les impairs à part. D'accord? Donc ce que je vais faire ici, je vais prendre les pairs. X2, X4, X6. Ça, ce sont
les paires. Et ici, les impairs. X1, X3, 3, X3, 5, X5, Sept. X7. Et là-bas, on ne met pas X8. X8 hein. Ici, c'est pas X8 là. Ici, c'est X7. Il y a que 8 ça. X0, Il y a que 8, oui. parce qu'on a n égale à 1. Ouais, on a fait comme ça. N égale à 8. Donc, je vais. Ce que j'ai fait ici, le calcul là auquel j'ai abouti, j'ai dit que je vais calculer donc la transformée de Fourier discrète pour les paires et la transformée de Fourier pour les impairs. Donc les paires sont là, donc je vais imaginer que j'ai ici un bloc qui va me calculer la transformée de Fourier discrète de ces quatre échantillons. Et que j'ai ici aussi un bloc. Voilà. Ici, c'est une transformée de Fourier discrète et ici, c'est une transformée de Fourier. Ce sont deux, mais l'une pour les paires et l'autre pour les impairs. Donc, je vais prendre un bloc qui va me calculer la transformée de Fourier discrète pour les paires et un bloc qui va me calculer la transformée de Fourier pour les impairs. Et donc, chacun d'eux, chaque échantillon en entrée va me donner un point dans le plan fréquentiel. N'est-ce pas? Ici, je vais l'appeler grand X de 0. Grand X de 1, grand X de 2, grand X de 3. Grand F. Et ici, je vais l'appeler grand X de 0, grand X de 1. Mais ça n'a rien à voir, c'est juste des Pas opérations. F. Grand X de 2 et grand X de 3. Donc, pour trouver le premier point, et ici, bien sûr, ici, j'ai les points que je veux. Sont quoi? Sont X, grand X de 0, grand X de 1, grand X de 2, grand X de 3, grand X de 4. Grand X de 5, grand X de 6 et grand X de 7. On va reposer le problème. Au départ, qu'est-ce que j'avais? J'avais un point. N égale à combien? 8. J'ai 8 échantillons. J'en ai groupé les paires à part. J'ai groupé les impairs à part. N'est-ce pas? Et moi, ce que je veux, c'est ça. Vous vous rappelez? Et je sais que pour trouver un point, je dois prendre la valeur de quoi? La valeur des paires, pour trouver celui-là, je dois prendre la valeur des paires, plus quoi? Plus la valeur des impairs. Mais celle-là, elle est multipliée par quoi? Par W. WNK. Et comme WNK, n égale à combien? 8. Et K ici égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé les paires à part. J'ai calculé les impairs à part. J'ai calculé les paires ici à part. J'ai calculé les impairs ici à part. Et pour trouver le point x là, qu'est-ce que je prends? Je prends cette valeur plus ce qu'on appelle un facteur de rotation multiplié par la valeur des impairs. Et c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, j'ai pris ça, c'est ça, les paires. Celui-là, c'est les impairs. Et j'ai multiplié celui-là par W0. 8. C'est pas clair, c'est clair. C'est bon. On avance. Et pour trouver le deuxième point, même chose, j'ai fait comme ça. Et je prends celui-là. Et cette fois-ci, je vais l'affecter avec W8. Ah oui. Et pour trouver ce point, j'ai fait comme ça. Et j'ai fait comme ça, mais cette fois-ci, je vais doubler avec W8. 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous trouvez quel point? Point échantillon de l'échantillon. Toi, tu étais absent, n'est-ce pas? Non, j'essaie de me rattraper. Tu vas le retarder un peu. On va avancer un peu, tu vas comprendre. Moi, c'est juste une question. Une question, oui. Vous avez dit quel point? Le point fréquentiel. Fréquence. Je suis en train de calculer la transformée de Fourier discrète pour un ensemble d'échantillons. Et on avait dit que n échantillons vont me donner n points dans le plan fréquentiel et je suis en train de calculer ces n points. Donc, est-ce que c'est clair ici, là? Pas tellement. C'est bon, c'est clair. C'est pas compliqué, hein? C'est juste, j'ai dessiné ce que j'ai fait ici. D'accord. Bon, maintenant, on va s'intéresser maintenant au nombre de calculs qu'on avait fait. Dans la transformée de Fourier discrète originale, on faisait combien d'opérations? Un au carré. Mais là, je vais essayer de voir ici combien j'ai fait d'opérations. Quelqu'un qui peut m'aider à me dire combien j'ai fait d'opérations ici? 64. Allez, les mathématiciens. 64. C'est pour ça, oubliez 8, hein, oubliez 8. 8 c'était pour schématiser, mais c'est n. D'accord, oubliez 8. 8 c'est pour que vous touchiez le problème, mais n. Donc ici, qu'est-ce que j'ai ici? Ça c'est un bloc DFT de n sur 2. Donc lui là, il va me prendre combien d'opérations?
Monsieur, N sur D au carré. N sur 2 au carré. Et ici, après, N sur D au carré. donc j'aurai 2 fois N sur 2 au carré. N sur 2 au carré opération. Et ici, combien j'aurai d'opérations? N. Ça fait 4N sur 2. D'accord. 4N Donc, sur 2. en partant de la formule générale de la transformée de Fourier discrète, qui me demandait N au carré opération, et en faisant cette approche, de mettre les paires à part et les impaires à part, le nombre total d'opérations, il a diminué ou il n'a pas diminué? Il a diminué parce que j'étais à N au carré et maintenant je suis à N sur 2. Parce que si je fais comme ça, Ouais. N au carré. donc déjà je peux dire que j'ai divisé le nombre d'opérations par combien? Par 2 plus N. à N. Pourquoi plus Parce qu'on doit faire ces opérations. Chaque fois. Ici, il n'y a pas de problème. C'est N au carré. C'est N au carré. Mais ici, tu vas faire des opérations, non? Les outputs ici, il faut que tu les sommes. Et cette sommation, c'est N. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, on va dire la chose suivante. Ça, c'est critique. Maintenant, on va dire la chose suivante. À partir du moment où j'ai pris ma formule générale, prendre les termes paires à part, et les termes impaires à part, ce qui m'a donné 2 DFT. Pourquoi encore ne pas prendre le premier terme pair et de regarder encore les termes pairs, de les mettre à part, et les termes impairs, de les mettre à part, et l'autre côté encore, je prends les termes pairs, je les mets à part, et les termes impairs, je les mets à part, et je fais encore la même opération, et du coup, je vais encore diminuer encore N au carré, c'est 4, ce sera N au carré, c'est 4. Et quand je le fais, je vais dire encore, et pourquoi encore? Ne pas prendre le bloc encore qui est là, de prendre les paires, je les mets à part, les impairs, je les mets à part, et le plus, les paires à part, les impairs à part, les paires à part, les impairs à part, et je fais, et je relève sur 8. Et je me dis encore, pourquoi encore ne pas prendre le bloc qui est là? Je prends les paires à part, je prends les paires à part, et je fais encore, et je récite 16. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, regardez, 1 sur 2, 1 sur 8, 1 sur 16, 1 sur 32, jusqu'à 1 sur 2 puissance P. 1 sur 2 puissance P, ce qui suppose que N, le grand N, est égal à 2 puissance P. Le grand N est égal à 2 puissance P. Et regardez, N égale à 2 puissance P, ça veut dire que P égale à combien? P égale à... C'est 2 logarithme C. C'est 2 logarithme C. J'entends ici des racines logarithmiques. Logarithme de N. Ça vous rappelle quelque chose de logarithme de N? Ouais. C'était la complexité des problèmes. Ouais, c'est vrai. C'était la complexité des problèmes. Donc, pour réaliser une transformée de Fourier discrète avec la formule initiale, c'est pas facile à faire. Et donc, les mécanismes donc, qui permettent, les algorithmes qui permettent de diminuer donc la complexité de cet algorithme, c'est ce que je viens de vous présenter, qu'il s'agit de factoriser le problème, le grand problème, de le factoriser en sous-petit problème, n'est-ce pas? Un DFT, une deuxième DFT, l'autre DFT, je la factorise, l'autre DFT, je la factorise, je descends, jusqu'à ce que j'arrive à une cellule DFT avec 2 entrées. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le monter en travaillant par quoi? Allez, vous, les gens de l'algorithmique, là, il y a des gens qui connaissent l'algorithmique. Je vais utiliser la récursivité. La récursivité, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, il est égal à ce que j'ai déjà fait, plus quelque chose, il faut quelque chose. Et ce que je vais faire encore, il est égal à ce que j'ai déjà fait. Il faut quelque chose. Et je le monte jusqu'à le résultat final. Donc, on résout la complexité de l'algorithme, on va la rendre à n log de n. Et c'est ça la phase Fourier transformée. Il réduit la complexité des calculs en faisant quoi? En faisant la factorisation et en utilisant la récursivité. C'est clair, c'est pas clair? D'accord? Donc si vous entendez phase Fourier transform, il faut vous rappeler des professeurs, il faut vous rappeler de ces schémas que je viens de faire. C'est quoi? C'est des calculs, mais des calculs qui vont réduire la complexité de la transformée de Fourier discrète. Très bien. Vous avez vu ça? Bien. Maintenant, on va revenir à quoi? On va revenir à l'OFD. L'OFDM. Parce que pourquoi on a parlé de ça? Parce qu'on était à l'OFDM. Je vous avais dit donc au niveau de l'OFDM,
que le signal qui va être transmis, x de k, il est égal, x de t, pardon, x de t, il est égal à quoi? À sigma sur les k de x k exponentielle j de pi f0 k, c'est-à-dire que chacun des xk va être transporté par une sous-porteuse de fréquence k f0. Symboliquement, ça revient à ça. Ici, c'est la bande. Bien. Ici, on a n canaux et ici, on a V, c'est n qui est égal à f0. Et on avait dit que pour réaliser ceci, l'approche la plus naïve, c'est de prendre autant d'oscillateurs que de f0 fois n. Mais on avait dit que si n devient grand, on ne peut pas mettre 1000 oscillateurs ni 2000 oscillateurs. Et que ce qui nous a renvoyé vers la FFT, c'était que je voulais vous ramener à la FFT pour vous montrer comment on va réaliser ça. Donc, la formule elle est là. C'est ça le signal. Ça c'est un signal quoi? C'est un signal OF, OFDR. Le O, il est là parce que les porteurs sont orthogonales. F0, 2, F0, 3, F0, 4, F0, c'est l'orthogonal ici. Et les M, ce sont les multiples sous-porteurs. Donc ça c'est un signal OFDR. À partir du moment où il est là, ça veut dire que c'est un signal qui est limité. D'accord? Dont le spectre est limité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux l'échantillonner. Ce signal-là, je peux l'échantillonner. Ce signal-là, je peux l'échantillonner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais multiplier par quoi? Par ampère de Dirac. Oui. Donc, quand j'ai l'échantillon, il va me produire quoi? Des échantillons. Des échantillons. Si j'ai l'échantillon, il va me donner des échantillons. Si je m'intéresse au L-ième échantillon, l'échantillon numéro L, sa valeur c'est égal à quoi? C'est la valeur de ce signal à l'instant LT. À l'instant LT, parce que la période d'échantillonnage sera égale à quoi? La période d'échantillonnage sera égale à T. T est égal à quoi? 1 sur F, 2F max. Vous vous rappelez? Mais F max est égal à quoi? F max est égal à B sur 2. D'accord? Donc, si je m'intéresse donc au L-ième échantillon, L-ième échantillon, il sera égal à X de LT. À l'instant L, ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à sigma de X K, n'est-ce pas? X K exponentielle J de F0, n'est-ce pas? Allez, vous allez dire. LT. Vous allez dire Faga. D'accord. Mais F0 il est égal à quoi? Et j'ai oublié ici le cas là. Oui, comme c'est le cas. Il faut que je mette le cas. Mais F0 il est égal à quoi? F0 il est égal à B. C'est l'un. N'est-ce pas? Et T il est égal à quoi? 1 sur B. Donc je vais faire comme ça. Sigma de K de XK exponentielle J de pi. Je vais remplacer. F0 il est égal à quoi? B c'est l'un. B c'est L. K. L. Fois T égale à quoi? 1 sur B. Sur B. Qu'est-ce que j'ai fait pour le B? Je le simplifie. D'accord? Si on n'a pas encore écrit ça, C'est clair? Donc je vais faire en haut. Donc ça sera égal à quoi? Ah d'accord. Ok, donc c'est bon. Ce sera mon verre là.